Notre invitée politique de ce soir est Virginie Ruffnac, vice-présidente du Rassemblement Les Républicains et chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Une coalition mise à mal fin juillet. Avant d'en parler avec notre invité, explication Éric Dufour. Militante fidèle au Rassemblement Les Républicains et à son président Thierry Santa, Virginie Ruffnac affiche une droiture sans faille et assume avec engagement sa fonction de chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Le Congrès et sa présidence au centre de la tourmente qui agite l'assemblage de plusieurs partis qui composent l'Avenir en Confiance, un regroupement créé pour les élections provinciales de 2019 par les loyalistes sans Calédonie Ensemble, et dont l'unité a été fortement mise à mal fin juillet dernier à l'occasion de l'élection de la présidence du Congrès. Face à Rocco Amitan, candidat à sa propre succession, pas d'union sacrée chez les loyalistes, Virginie Ruffnac est candidate, mais Calédonie Ensemble lui oppose Annie Roisey. À l'écart des élus du Rassemblement Les Républicains, Sonia Backès et quelques autres soutiennent la candidature d'Annie Roisey. Sur les 18 élus du groupe Avenir en Confiance, 11 n'ont pas soutenu Virginie Ruffnac. Inacceptable pour celle qui rappelle que l'Avenir en Confiance avait pour mission de battre le parti de Philippe Gomez au provincial. À l'approche de la consultation référendaire, l'heure n'est pas à la querelle au sein de la mouvance loyaliste, mais la perspective des élections législatives occupe déjà l'esprit de plusieurs candidats potentiels. Le futur jeu des soutiens leur permettra de compter à nouveau le nombre de leurs amis. Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. L'Avenir en Confiance, c'est 18 élus au Congrès. Est-ce que ce groupe au Congrès a-t-il encore un avenir ensemble après le référendum en vue de la campagne présidentielle d'avril et surtout les ambitions personnelles locales avec les législatives de juin? Écoutez, je ne vais pas vous dire que l'épisode du Congrès n'a pas été une séquence douloureuse. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui nous divise et puis ce qui nous rassemble. Alors c'est sûr, ce qui nous divise, c'est sans doute les vieux démons, des combines de couloirs ou des alliances contre nature. Mais je crois que ce qui nous rassemble est plus important. Et peut-être que ce qui nous rassemble, pour vraiment répondre à votre question, c'est par exemple les larmes de notre joueur Peato Mauvaka cette semaine en équipe de France qui, grâce à la France, exprime son immense talent. Eh bien, vous voyez, en 2019, ces larmes de notre joueur nous a touchés. En 2019, quand nous avons créé l'Avenir en Confiance, c'était dans cet état d'esprit pour assurer un avenir français aux Calédoniens, parce que la France, elle nous permet de faire vraiment de belles choses, les Calédoniens. Virginie Ruffnac, vous vous démarquez avec de cette logique de groupe pour autant, en proposant à titre personnel de supprimer l'obligation vaccinale au 31 décembre avec des élus d'autres partis politiques. Pourquoi lever cette obligation et surtout dans quel délai, puisque le 31 décembre, c'est dans un mois? Oui, alors vous savez, ce sujet, il va au-delà des clivages habituels et des groupes habituels. Au sein de notre groupe, il y a une bonne partie des élus qui le souhaitent, d'autres pas. En fait, je considère que nous avons eu le courage politique de poser l'obligation vaccinale. Eh bien, je pense que nous devons avoir aujourd'hui le courage politique de lever cette obligation vaccinale, parce que savoir faire évoluer ces décisions quand le contexte précisément a évolué, eh bien, c'est de l'ordre à la fois de l'intelligence et de la responsabilité. Le contexte, Nadine, il a évolué. Vous l'avez vous-même indiqué ce soir lorsque vous avez rappelé les chiffres. 3/4 de notre population vaccinable a un schéma complet. Quand vous rajoutez à cela les personnes qui ont contracté la maladie et donc qui sont protégées, vous êtes à 85% de notre population finalement qui est protégée, immunisée, on va dire, contre ce virus. Dans ce contexte, l'obligation, et je ne parle pas de la vaccination, je parle vraiment de l'obligation qui divise toutes les familles calédoniennes, eh bien, nécessite pour nous d'être levée parce qu'elle génère aujourd'hui de la conflictualité et ne permet pas d'avancer efficacement. Il faut des solutions réalistes et réalisables. Et on n'est pas là juste pour diviser la société calédonienne. Je crois qu'à l'approche du 12 décembre, il y a nécessité à apaiser les conflits qui s'amplifient sur cette obligation vaccinale. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs été suivis par le président du Congrès. C'est-à-dire effectivement, le président du Congrès a permis que nous ayons, enfin en tout cas va demander une réunion entre les collectivités et l'État. C'était notre demande pour qu'on puisse discuter de notre dispositif sanitaire de manière plus globale. C'est jeudi matin qu'il va solliciter entre l'État, le gouvernement, le Congrès et les provinces une vraie réunion pour échanger sur la nouvelle situation d'aujourd'hui et sur les orientations que nous devons prendre, dont la levée de l'obligation vaccinale. Et puis, enfin, vendredi, eh bien, nous serons en commission plénière pour examiner les propositions de texte que nous avons déposées avec les autres collègues. Effectivement, à la fois abrogation de l'obligation vaccinale et puis aussi
vœux au gouvernement pour aller encore vers les personnes à risque qui ne seraient pas vaccinées, pour les informer des risques qu'elles encourent. Donc cibler la vaccination pour ces personnes à risque, dire sur une réaction sur ce variant Omicron qui a été détecté en Afrique du Sud. Et oui, vous voyez bien, on se pose la question aujourd'hui, il y a une forte possibilité pour que le vaccin actuel ne soit pas efficace contre ce nouveau variant. Vous voyez bien, donc on a vraiment besoin de revoir notre dispositif, de réadapter, et nous voulons le faire de manière concertée avec les autres institutions et avec des solutions adaptées à notre contexte et non pas, encore une fois, en divisant pour diviser, parce qu'aujourd'hui, ce sujet divise beaucoup. Un contexte, vous l'avez rappelé, qui est satisfaisant en termes de chiffres. 73% de la population vaccinable, un schéma vaccinal complet, une sérénité en l'approche du référendum. Les voix du non se mobilisent sur le terrain dans le respect de ces mesures sanitaires. C'est une victoire massive du non à plus de 90% que vous souhaitez, quel que soit le taux de participation? Je crois que ce que l'on souhaite avant tout, c'est que cette consultation, elle se passe dans des conditions de sérénité. Vous savez, je crois que les Calédoniens, ça fait des décennies que nous vivons ces oppositions autour de ce choix très important pour notre avenir. Et encore une fois, nous sommes convaincus que le garant de la paix en Nouvelle-Calédonie, c'est la France et qu'il faut rester français pour cela. Eh bien, il faut vraiment que cette consultation se passe de manière apaisée. Nous engageons bien sûr les Calédoniens à participer. Je sais que les indépendantistes ont fait un choix. Je respecte ce choix. C'est la démocratie. Quand vous avez une consultation, vous avez le droit de voter oui, de voter non, de voter blanc, ou bien de ne pas voter et de vous abstenir. C'est un choix, ils ont fait un choix, mais nous appelons les Calédoniens à ne pas bouder cette consultation, parce que c'est la dernière de l'accord de Nouméa. C'est celle qui va vraiment permettre, enfin, de regarder vers la construction de notre avenir et non pas ces consultations qui nous opposent. Alors pour vous, quel goût aura cette victoire avec l'appel à la non-participation des indépendantistes et la crainte du virus pour une partie de la population qui ne souhaite pas se rendre auprès des bureaux de vote? Je crois que les conditions sanitaires seront réunies. L'État a mis le paquet pour que effectivement, ce référendum ne pose aucun risque, pas plus que quand vous allez faire vos courses au supermarché. Mais je crois surtout que l'important sera, après ce référendum, la suite et la volonté, je l'espère, de dépasser à la fois les idéologies, les effets de communication, pour que nous puissions effectivement nous mettre autour de la table et construire l'avenir de nos enfants, des Calédoniens de toutes origines, qui aspirent à vivre en paix, dans la fraternité, dans un pays extraordinaire, et qui en ont assez de ces oppositions. Parlons de l'après-référendum avec les élections nationales. Les syndicats notamment craignent un immobilisme politique au niveau local pour l'application des réformes et de l'État, puisque les enjeux sont ailleurs. Et en parallèle, les indépendantistes ne veulent que des discussions bilatérales avec l'État. Alors comment engager un dialogue à trois et surtout sur quel sujet ? Alors moi, j'ai le sentiment que la période qui va nous séparer du 13 décembre des élections présidentielles notamment ne va pas être une période où l'État sera extrêmement actif. Mais enfin, ça sera à lui de déterminer sa façon d'agir. Pourquoi ? Parce que le nouveau président de la République aura toute légitimité à mettre en œuvre les orientations et la façon de procéder avec les responsables politiques calédoniens pour construire la suite. Je pense que cette période, par contre, est opportune en Nouvelle-Calédonie pour que nous puissions consulter les Calédoniens. Nous avons, nous, une vision des choses. Les Calédoniens aspirent aujourd'hui à ne pas être tenus à l'écart des choix d'avenir qui pourront être faits et qui les concernent directement. Vous savez que Thierry Santa a souvent proposé la consultation citoyenne. Je crois que nous devons, et nous sommes une terre de parole. Il est temps de parler avec l'ensemble des Calédoniens. Vous savez, dans le cadre de cette campagne, cette semaine, je me rendrai au camp Est pour aussi aller discuter, comme nous l'avons fait en 2018 et en 2020, avec les détenus du camp Est. Il faut parler avec l'ensemble des Calédoniens, quelles que soient leurs convictions, pour que nous construisions de manière fédérative, on va dire, en rassemblant les Calédoniens autour d'une solution d'avenir. Je pense que c'est les indépendantistes, il y a aussi une volonté de construction. Et je pense que le moment venu, il y en aura qui auront l'esprit de responsabilité pour se mettre autour de la table. Alors fédérer, mais sur quel sujet ? Quand on a des visions de société différentes. Écoutez, le premier point de convergence, à mon avis, ça doit être justement de dépasser nos idéologies respectives pour l'intérêt supérieur de nos populations et trouver les meilleures voies pour effectivement construire cet avenir à tous les niveaux. Le premier est de redonner confiance au territoire. Vous savez, dans toutes les réunions de campagne que nous faisons, à chaque fois la question qui revient, c'est un jeune
dans différentes réunions qui nous dit « Je suis calédonien, je suis allé me former en métropole, je suis parti exprès, j'ai des diplômes, parfois des masters, des diplômes élevés, et je ne trouve pas d'emploi. » sur le territoire. Eh bien, vous voyez cette question, quand on est un responsable politique, qu'on soit indépendantiste ou non, il va falloir y apporter des réponses parce qu'on ne peut pas tolérer que nos jeunes qui ont fait le travail d'aller se former, de monter en compétences, ne trouvent pas d'emploi dans leur territoire. Donc ça, par exemple, eh bien, ce sont des choses, redonner confiance, en arrêtant nos disputes, on va dire, autour toujours du même sujet, et en essayant de construire des solutions pertinentes. Une dernière question sur la déclaration politique générale, en dehors des réformes où vous vous êtes clairement exprimé, dans cette idée de lien, d'appartenance à cette terre de Nouvelle-Calédonie, dans un pays où l'objectif est de construire une communauté de destin qui attend encore. Est-ce que vous partagez ce constat? Y a-t-il une communauté de destin, un peuple calédonien après le référendum? Il y a une très grande aspiration de notre jeunesse à vraiment reconnaître cette diversité culturelle qui est la nôtre et qui partage d'ailleurs des valeurs communes, mais en même temps qui ont leurs différences et qui savent les identifier. Et il y a un contraste avec le discours du président du gouvernement qui dit dans sa déclaration le Kanak au centre du dispositif. Alors, pour construire un destin commun, eh bien, à un moment donné, il faut que chacun ait sa place, que nous reconnaissions toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une nécessité, un rééquilibrage tout de même avec les accords de Matignon. Oui, bien sûr, il y a nécessité aussi de revoir nos institutions. On l'a vu, ce gouvernement, on a eu quand même quelques problèmes de collégialité sur cette déclaration. Donc nos institutions sont un peu à bout de souffle. Il y a nécessité de les réformer. Et c'est tout ça que nous devons faire dans le travail qui nous attend à partir du 13 avec les Calédoniens. Place à présent à nos questions Facebook postées par nos téléspectateurs. La première, elle s'affiche. Pourquoi toujours critiquer les indépendantistes? À quand le destin commun? Écoutez, alors on a une bipolarisation effectivement en Nouvelle-Calédonie qui fait que souvent nous sommes dans un camp et dans un autre, mais très sincèrement, lorsque un indépendantiste prendra une décision et mettra en place des mesures qui nous paraîtront opportunes, il n'y aura aucune raison de les critiquer. Mais là, en l'occurrence, sur la déclaration par exemple, ou sur d'autres sujets, eh bien, on n'a pas de motif de valoriser ce qui a été fait. C'est la raison pour laquelle on s'exprime, c'est la démocratie. Il ne faut pas que les Canadiens soient choqués non plus. C'est aussi le débat démocratique qui est ainsi. Ce n'est pas dramatique. Autre question, les propositions de réforme du président Louis Mapou ne sont-elles pas nécessaires pour le pays ? Il y a beaucoup de coûts supplémentaires au travers d'observatoires, par exemple des inégalités, au travers par exemple d'un hôpital universitaire. Il y a beaucoup d'autres dispositifs qui sont créés. La réalité, il faut la regarder en face, il ne faut pas faire l'autruche, c'est que la Calédonie aujourd'hui elle est au bord de la faillite. Et ce n'est pas nouveau puisque déjà le débat d'orientation budgétaire 2021-2023 de début de 2020 de cette année planifiait déjà cette baisse de la croissance et les réformes qui devaient être entreprises. Mais oui, mais ça pose vraiment la question, vous savez, à l'heure où certains demandent encore plus d'autonomie, de notre capacité à gérer déjà la très grande autonomie que nous avons. Et nous devons faire un schéma de conscience, enfin en tout cas un examen de conscience là-dessus, parce que ces dernières années, eh bien, la preuve est faite que nous n'avons pas été en capacité de gérer sainement la Nouvelle-Calédonie. Sans doute, effectivement, le oui et le non a dû cristalliser un peu un certain nombre de réformes, et nous avons été beaucoup autour de ce débat-là, plutôt que de réformer comme c'était nécessaire la Nouvelle-Calédonie. Mais je crois que ça n'est plus possible pour demain. Nous devons assainir pour nos enfants les comptes de la collectivité publique. Et effectivement, il y a un certain nombre de mesures annoncées par Louis Mapou dans sa déclaration qui posent question. Et dernière question, après la consultation référendaire, serez-vous pour le dégel complet du corps électoral ou pas, très rapidement? Alors, vous savez que c'est un sujet sur lequel moi je milite depuis très longtemps. Nous étions dans un collectif en 2006 et 2007 pour contre le gel du corps électoral. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Il faudra réouvrir le corps électoral parce qu'on ne peut plus faire qu'un jeune qui est né en Calédonie ne soit pas citoyen du propre pays qu'il a vu naître. Il faudra déterminer les conditions de cela. Peut-être qu'on retournera à une durée de présence et qu'il faudra négocier, mais en tous les cas, ça ne peut plus être figé et il faut intégrer les nouvelles personnes qui investissent et qui construisent la Nouvelle-Calédonie, dont les natifs de la Calédonie, dont certains ne sont pas citoyens. Merci Virginie Ruffnac d'être venue sur ce plateau. Merci à vous.